Précédemment dans Le Rêve de Champlain. On dit que le roi Henri a été attaqué, qu'il est mort. Et la Nouvelle-France venait de perdre son plus puissant défenseur. Champlain met en œuvre sa fameuse solution pour avoir accès à la couronne. Alors Champlain épouse Hélène Boullé. Mais il est vrai que les relations de mon beau-père me facilitent grandement la tâche. Nicolas Boullé, le père d'Hélène, est huissier des finances du roi. Il arrive ainsi à financer un autre voyage en Nouvelle-France. On vous demande d'urgence. Il s'agit de votre femme Hélène. Elle s'est enfuie. Il est hors de question d'abandonner Québec. Champlain refuses to give up. De sans Champlain, il n'y a pas d'Amérique française. C'est un personnage mythique. Champlain's dream was, in one word, a dream of humanity. Dans la vision de David Hackett Fischer, nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de paix et l'esprit de collaboration de Champlain. Voici le portrait renouvelé et fascinant de l'homme. Toujours à la poursuite de son rêve, Samuel de Champlain cherche l'endroit idéal pour bâtir un nouveau monde. Un monde prospère où Amérindiens et Européens pourraient vivre dans un esprit de collaboration. Durant cette série, nous allons suivre ses aventures d'une toute nouvelle façon. L'historien américain David Hackett Fischer a consacré une partie de sa carrière à Samuel de Champlain. Son ouvrage, Le Rêve de Champlain, nous fait découvrir son extraordinaire épopée. Son livre nous a inspiré cette série. Nous serons accompagnés par 3 correspondants sur le terrain. Vincent Leclerc sera en Europe et aux États-Unis, Charles Bender en Ontario et Fabienne Labbé au Québec. En studio, notre archiviste précisera certains détails importants. Nous utiliserons une ligne du temps pour nous situer dans l'époque et nous permettre de faire des allers-retours dans l'histoire. Et plusieurs spécialistes de renom nous aideront à mieux comprendre les différents enjeux. Le vice-roi de Nouvelle-France est emprisonné à la Bastille. Attendez. Pour quel motif? Trahison, rébellion et lèse-majesté. Alors, il risque la mort. Quoi, ce n'est pas tout? Le remplaçant de Condé a choisi un nouveau lieutenant pour la Nouvelle-France. Oh, c'est ridicule. Il n'y a que vous qui soyez en position d'occuper ce poste. Eh bien, il faut croire que non. Le rêve de Samuel de Champlain prend forme. La Nouvelle-France prend de l'expansion vers l'ouest. Champlain, lui, gravit les échelons. Depuis 1612, il est lieutenant de la Nouvelle-France. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais pas pour longtemps. 4 ans plus tard, il est congédié. Du jour au lendemain, on lui enlève sa Nouvelle-France. Entre-temps, il a bien failli perdre aussi son épouse. Lorsque Champlain rentre en France, sa femme Hélène doit venir vivre avec lui comme l'exige le contrat prénuptial. Mais la jeune fille de 15 ans se révolte et s'enfuit. Elle demeure introuvable. Ses parents sont furieux. Ils la déshéritent et ce mariage qui scellait l'union entre Champlain et la haute administration de la cour menace de s'écrouler. Enfin, on ignore comment, mais les parents d'Hélène réussissent à la retrouver et la retournent à son époux. Le mariage reste fragile, mais survit. C'est dans cette chapelle de Honfleur, construite au début du 17e siècle, que les marins demandent protection à Notre-Dame-de-Grâce avant chaque départ en mer. Parmi eux, Samuel de Champlain, grand catholique devant l'Éternel. En prévision d'un nouveau départ, sa 15e traversée de l'Atlantique, Champlain conduit à Honfleur 4 pères récollets pour veiller à la vie spirituelle de ses marins, mais aussi pour œuvrer à titre de missionnaire auprès des Amérindiens. Il croit que ces derniers, qui adorent un grand Manitou, sont des âmes perdues, sans espoir de rédemption, tant qu'on ne leur aura pas enseigné la vraie foi, la seule et unique selon Champlain, la foi catholique. Et c'est ainsi que les pères récollets partent pour le Nouveau Monde. Lorsqu'ils arrivent à Québec, l'établissement ne compte qu'une trentaine d'habitants. Champlain leur demande de bâtir une résidence et une chapelle. Champlain, à mon avis, a compris que les missionnaires récollets aux Jésuites, c'est des alliés potentiels. Et dans toute l'histoire de la Nouvelle-France, les missionnaires, c'est des agents de l'État. Faut pas tromper. Ils font l'action missionnaire, mais c'est des agents de l'État aussi. Je ne sais pas s'il est devenu catholique de cœur et d'âme. Ce qui est certain, c'est qu'il joue le jeu des catholiques qui croient
dans l'établissement d'une colonie catholique et exclusivement catholique en Amérique du Nord. Champlain part vers l'ouest avec un détachement de soldats et quelques pères récollets. En arrivant près de Montréal, il retrouve des Hurons et des Algonquins qui s'empressent de lui demander son aide. Leurs ennemis iroquois sont devenus très actifs à l'ouest de la vallée du Saint-Laurent. Il s'agit de nations venant de territoires plus au sud. Ces Iroquois montent intercepter des convois de fourrure, menaçant du coup la sécurité des Hurons et des Algonquins dans leur propre pays. Champlain s'engage à les aider. Les chefs lui promettent de réunir 2500 guerriers, tandis que Champlain revient à Québec chercher plus de soldats. Champlain quitte Québec le 4 juillet 1615 avec entre 10 et 13 arquebusiers français. Il est en terrain connu jusqu'au lac aux Allumettes puisqu'il a déjà parcouru la rivière des Outaouais lors de ses voyages de 1613 et 1614. Le territoire qu'il découvre ensuite est nouveau pour lui. Ce n'est plus ni moins que l'actuel territoire de l'Ontario. Pour Champlain, la beauté et l'intérêt d'un lieu portent uniquement sur sa capacité à accueillir un établissement et ses habitants. Mais il trouve un point positif à la région. Elle regorge de bleuets, framboises et autres petits fruits délicieux. Pour rejoindre ses alliés Hurons, Champlain doit faire route vers l'ouest. Et c'est ici qu'il délaisse la rivière des Outaouais pour s'engager sur la magnifique rivière Mattawa. Nous laissâmes cette rivière qui vient du nord en un lieu assez agréable à la vue. Champlain doit faire plusieurs portages pour contourner les nombreux rapides de la Mattawa. Il débouche enfin sur le lac Nipissing et rencontre les Amérindiens qui y vivent, les Nipissing. Et Champlain trouve de bons mots à dire sur leur territoire. Il y a grand nombre d'îles fort plaisantes et nombre de belles prairies, avec de très beaux bois qui l'environnent où il y a abondance de gibier. La côte nord du lac est fort agréable. Il y a de belles prairies pour la nourriture du bétail et plusieurs petites rivières qui se déchargent dans le lac. Champlain quitte le lac Nipissing et descend cette rivière qu'on appelle la rivière des Français. Ce pays est bien moins agréable que le précédent. Je n'ai point vu le long de cette rivière 10 arpents de terre labourable, sinon rochers et montagnes. C'est dans cette région qu'il rencontre pour la première fois la nation des cheveux relevés. Des Amérindiens aux narines percées et aux coiffures plus soignées que les courtisanes françaises. Champlain se prend d'affection pour eux et apprécie grandement leurs manières. À l'embouchure de la rivière des Français, Champlain arrive au lac Huron, ou plus précisément dans l'actuelle baie Georgienne. Il est émerveillé par l'étendue du lac qu'il appelle la mer douce. Champlain est impressionné par la pêche puisqu'il y capture une truite d'1,5 mètre de long. Il longe ensuite la rive de la baie Georgienne et atteint la Huronie 23 jours après avoir quitté Montréal. En arrivant en Huronie, les Français y sont aimablement reçus. Ce séjour est marqué de réjouissances, de festins et de danses. Les Hurons manifestent ainsi leur satisfaction de voir Champlain si résolu de les assister dans leur guerre. Champlain et ses alliés Hurons et Algonquins préparent la campagne militaire. Le 1er septembre 1615, ils quittent avec un contingent formé de ses arquebusiers et de plus de 500 guerriers amérindiens. On est loin des 2500 guerriers promis, mais Champlain décide tout de même de se lancer à l'attaque. Le trajet en canot dure 40 jours, entrecoupé de plusieurs portages. Arrivés au sud du lac Ontario, ils cachent leurs embarcations et entreprennent la dernière étape de ce périple à pied. C'est ici, à l'emplacement de ce centre d'achat de Syracuse dans l'État de New York, que Champlain mène son expédition punitive contre un fort iroquois en octobre 1615. Si le lieu n'est plus très inspirant aujourd'hui, on peut quand même apprécier la position privilégiée que le fort tenait sur le bord du lac Onondaga.
Champlain compte utiliser la même tactique que lors de ses 2 premiers affrontements, c'est-à-dire attendre que les Iroquois sortent du fort avant de révéler la présence des Français et de leurs arquebuses. Mais l'indiscipline d'un petit groupe de ses alliés met toute la troupe en danger et l'oblige à agir, ce qui gâche complètement son effet de surprise. Champlain est furieux, mais il se met aussitôt à étudier le fort iroquois pour établir une nouvelle stratégie. S'inspirant de l'art du siège à l'européenne, il fait construire un cavalier, c'est-à-dire une plateforme plus haute que les remparts du fort sur laquelle on positionne des arquebusiers. C'est donc depuis un cavalier, situé à 5 mètres de la palissade, que les arquebusiers ouvrent le feu. Ils font des ravages. Pendant près de 3 heures, ils criblent le fort de balles et infligent de lourdes pertes à l'ennemi. Jusqu'ici, tout va bien. Champlain peut se concentrer sur son 2e objectif, incendier le fort. C'est là que ça se complique. Les vents, le manque de bois d'allumage et les réserves d'eau des Onontaga font en sorte que cette manœuvre échoue. Et pire, il crée le désordre parmi les troupes de Champlain et permet aux Iroquois de revenir en force. En plus d'être blessé lors de la bataille, Champlain juge l'ensemble de la mission comme un échec. Il n'a pas pu s'emparer du fort iroquois et a dû abandonner ses objectifs. Champlain le voit comme un échec parce qu'il n'a pas réussi à prendre le village ennemi et qu'il ne s'est pas fait obéir par ses guerriers. The Indians thought in terms of punitive expeditions. They didn't think in terms of the sort of total victory that Europeans often had in mind. On ne parle pas de guerre de conquête. On ne parle pas de guerre dans le but de détruire l'adversaire, de l'anéantir, de tout brûler pour le faire disparaître. Ce n'a jamais été ça. Les guerres amérindiennes, ça vise à montrer à quel point on est brave. C'est aller attaquer l'ennemi, c'est aller juste que dans le camp de l'ennemi pour aller lui soutirer quelque chose, pour faire un prisonnier. Champlain se retrouve immobilisé par ses blessures. Ses alliés amérindiens prennent les choses en main et organisent leur retraite avec une grande habileté. Les Iroquois les poursuivent, avides de prisonniers, mais ils rentrent chez eux les mains vides. Champlain est vivement impressionné par la conduite de la retraite où s'exprime une discipline remarquable. Après la bataille, on peut constater que les raids iroquois au nord se font beaucoup moins nombreux. Et pendant 20 ans, les Iroquois évitent tout affrontement avec les Français. La campagne de Champlain contre les Onontaga est un exemple réussi d'une bataille ayant pour objectif d'instaurer la paix et la stabilité. Il devait être là juste un été, mais il est blessé. Il est humilié en plus. Tu sais, il va écrire « J'étais comme un petit bébé transporté par les Indiens », puis il était écœuré de ça. Champlain doit donc passer l'hiver en Huronie. Il s'agit d'un territoire situé entre la baie Georgienne et le lac Simcoe en Ontario, qui regroupe un nombre important de villages hurons. Des fouilles archéologiques ont été effectuées non loin d'ici, près de la ville d'Orillia, en Ontario. Ce pourrait être le site du village de Kahiagé, chef-lieu de la Huronie. Champlain aurait passé beaucoup de temps dans ce village à étudier la façon de vivre des Hurons. Avec la guérison de ses blessures, le commandant de la Nouvelle-France peut commencer à explorer la Huronie à sa guise. La taille et les fortifications des villages l'impressionnent. Kahiagé, par exemple, comportait 300 maisons longues et 3000 habitants, le tout protégé par une palissade imposante avec 7 rangées de pieux, ce qui donne une bonne idée de la rudesse des combats entre Hurons et Iroquois. Les Hurons sont d'excellents cultivateurs et leur village
semblables à cette reconstitution du musée Huronia en Ontario, sont entourés de vastes champs de maïs pouvant atteindre jusqu'à 10 hectares. L'importance de leur production agricole leur permet de vendre leur surplus à d'autres nations autochtones. Champlain prend activement part à la vie des Hurons et participe à de grandes chasses au gros gibier qui consistent à rabattre des troupeaux de cerfs vers des enclos où ils sont emprisonnés. Champlain est impressionné par l'habileté des chasseurs et par leur grande maîtrise du travail collectif. Je vous assure qu'il y a un singulier plaisir en cette chasse. En 38 jours que nous y fûmes, nous prîmes 26 cerfs. Champlain a une bonne impression des Hurons. Il admire leur technique agricole et leur habileté pour la chasse et la pêche. Il estime qu'ils sont égaux aux Européens du point de vue de l'intelligence et supérieurs en force physique, en courage et en endurance. Je dirais que c'est un moment très important dans l'histoire de l'Ontario parce que, Champlain n'est pas le premier Français à y mettre le pied. Il n'est pas le premier être humain à y mettre le pied. Des populations autochtones habitent sur ce territoire, l'occupent depuis des temps immémoriaux au moment où Champlain s'y aventure. Cela dit, c'est grâce aux descriptions de Champlain que le monde occidental, que la France, mais par extension, l'Europe apprend à connaître ce territoire. Ça représente tout de même une fraction du territoire qui deviendra ontarien. Donc, Champlain ouvre la voie à d'autres qui, comme lui, décriront le territoire. Une nuit, Champlain sort se promener pour se libérer des puces qui l'empêchent de dormir. Il n'est pas le seul à faire une telle balade nocturne. Plusieurs jeunes Hurons sont déjà dans le village. Seulement, eux sont en quête d'une compagne pour la nuit. Wehowenienti, Eskanoya Ishias. Le passage de Champlain en Huronie est majeur dans l'histoire puisque sa visite formalise une alliance avec les Hurons. Cette entente jette les bases et solidifie les fondations de la Nouvelle-France pour les 40 prochaines années. Champlain repart donc d'Huronie après un hiver complet de cohabitation. Cette expérience le conforte une fois de plus dans son grand dessein pour la Nouvelle-France. Faire un pays où Français et Amérindiens pourraient exister côte à côte en préservant ce qu'il y a de mieux dans chaque culture. Mais à l'été 1616, il est grand temps pour lui de rentrer en France. En arrivant ici même à Honfleur, Champlain est accueilli par plusieurs mauvaises nouvelles. Le vice-roi de la Nouvelle-France et protecteur de Champlain, le prince de Condé, a été arrêté et emprisonné sous l'ordre de la reine pour trahison, rébellion et lèse-majesté. Quoi qu'il en soit, Champlain se retrouve le bec à l'eau et il veut comprendre ce qui est arrivé pendant son absence. En 1615, alors qu'il est en Huronie, Marie de Médicis, d'origine florentine, est devenue très impopulaire. De nombreux Français n'apprécient pas les courtisans italiens qui l'entourent et dont la corruption est devenue un scandale public. Et il y a beaucoup de membres de la grande noblesse qui vont se révolter contre elle. Et ces révoltes vont être dirigées par le prince de Condé, qui est un membre de la famille royale. À l'été 1616, lors d'un conseil du roi, le prince de Condé est accueilli par une foule en liesse qui veut lui manifester son allégeance au détriment de la reine. Même les nobles quittent le Louvre et accourent ici à son hôtel particulier. Devant ce désaveu général, Marie de Médicis cède à la panique. Elle bannit de la cour les ministres les plus respectés d'Henri IV et leur donne l'arrestation du prince de Condé. Mais Samuel de Champlain ne perd pas espoir. Et il a raison, parce qu'un nouveau personnage entre en scène et va tout changer.
le roi. Louis XIII est en âge de prendre le trône et il ne s'en prive pas. Il déteste l'entourage de sa mère. Il organise un coup de force avec l'appui des sympathisants de son père. Il envoie alors Marie de Médicis à l'exil et l'isole dans un château de la Loire. Et bien qu'on ne sache pas comment, Champlain redevient lieutenant de la Nouvelle-France. Mais la situation financière de la colonie l'inquiète. Et malheureusement, il n'a plus accès au roi comme à l'époque d'Henri IV. Il passe alors beaucoup de temps à la cour et doit travailler d'arrache-pied pour garder l'Amérique dans les pensées du jeune Louis. Les ballets de cour sont très à la mode au début du 17e siècle. Les spectacles sont flamboyants, à l'image du roi et de sa cour. Louis XIII en est un grand amateur et il y participe activement comme compositeur, concepteur et même danseur. Et, curieux hasard, tandis que Champlain se trouve à la cour, les personnages des Indiens qu'on l'on voit danser dans les ballets ressemblent de plus en plus à des Amérindiens de la Nouvelle-France. Alors que la cour de Louis XIII se plaît à regarder les ballets, Champlain, lui, cherche un appui à son projet. Il rédige alors une lettre au roi dans laquelle il propose de manière fort poétique de lui bâtir un vaste empire dont le centre serait Québec. Louis XIII ne reste pas de glace devant ce plaidoyer et lui délègue son autorité en Nouvelle-France par une lettre d'appui. Tout semble alors sourire à Champlain. Après quelques allers-retours au Canada, il gravit encore les échelons et devient capitaine dans la marine du roi, lieutenant du vice-roi de Nouvelle-France et commandant à Québec. Même son union avec Hélène a repris du mieux. Hélène, qui a maintenant 22 ans, souhaite accompagner son mari en Nouvelle-France pour la première fois. Inutile de dire que c'est un dépaysement total pour cette jeune femme originaire d'une riche famille parisienne. Hélène est d'une grande curiosité intellectuelle et les Amérindiens la fascinent. Elle étudie même les langues algonquiennes suffisamment pour faire la classe aux enfants. Rapidement, les Amérindiennes recherchent sa compagnie. Hélène les soigne, les réconforte et leur parle de sa foi chrétienne. En fait, il y a une très jolie histoire à son sujet qui a été transmise par les Ursulines. La mode du temps voulait que les gens d'une certaine qualité portent sur eux un petit miroir de toilette. Les Amérindiennes étaient fascinées par le miroir que portait Hélène au bout d'une chaîne autour de son cou. Les Amérindiennes se regardaient dedans constamment. Puis un jour, il y en a une qui lui a demandé « Comment se fait-il qu'on puisse se voir si proche de ta poitrine? » Et Hélène lui a répondu « Parce que vous êtes si près de mon cœur. » C'est ici même à Québec que Champlain lance son projet le plus ambitieux. Fatigué à chaque année de faire réparer l'habitation de bois qui résiste mal à l'hiver, il décide d'en édifier une nouvelle plus solide, faite de pierre. Champlain lui-même va superviser les travaux pendant tout l'été 1624. Il fait construire la deuxième habitation au même endroit que la première. Il érige une muraille et entoure le tout de fossés et de ponts-levis. Cette écritoire, faite de plomb et de fer blanc, a été retrouvée sur le site de la deuxième habitation. C'était peut-être celle que Champlain utilisait. Si c'était le cas, cet objet aurait été témoin des longues heures d'écriture de cet auteur prolifique. Mais pour assurer la sécurité de la jeune colonie, Champlain insiste également sur la nécessité de faire construire un fort capable d'abriter tous les habitants de Québec. On parle d'environ une 50aine de personnes à l'époque, mais dont la position sur le fleuve serait parfaite. Les navires anglais qui rôdent à l'embouchure du Saint-Laurent l'inquiètent particulièrement. Même si ça ne fait pas l'affaire des investisseurs qui voient le projet comme une lourde dépense bien éloignée de leur visée commerciale, le fort Saint-Louis commence à prendre forme. Bon, la colonie s'est développée, il y a les Récollets qui sont présents à Québec. Puis il y a aussi une famille qui est installée en haut de la falaise, c'est la famille Hébert, la famille de Louis Hébert. Alors Louis Hébert, c'est la première famille de colons, en quelque sorte, la famille qui a fait souche au Québec. Le bonhomme arrive en haut en 1617 avec son épouse et ses 3 enfants. Et là, bien sûr, on se construit. Ils vont être les premiers à occuper le haut, le haut de la falaise à Québec. Champlain, c'est 3 ans après. Fait que là, ils s'installent en haut. Puis il se part un jardin, un potager, de nombreuses herbes, du persil, du pourpier. Champlain, en 1618, il l'écrit, il énumère tout ce que l'autre a réussi à faire pousser. À faire pousser de la laitue. C'est 56 affaires. Il y a 3 ou 4 lignes, dans son d'énumération de produits, là. Puis cet homme-là est plein de talent, manifestement. En 1617, il n'y a qu'entre 50 et 60 Français à Québec. C'est très peu, surtout qu'il s'agit de marchands et de marins venus profiter du poste de traite sans pourtant vouloir s'y établir.
La première famille qui choisit de s'installer est celle de Louis Hébert, un apothicaire de Paris ayant déjà séjourné à Port-Royal. En 1617, Champlain le convainc de déménager à Québec avec sa femme, Marie Rollet, et leurs 3 enfants. Champlain dit de lui qu'il est le premier chef de famille résidant au pays qui vivait de ce qu'il cultivait. Louis Hébert est donc un véritable pionnier. Une autre grande préoccupation de Champlain à cette époque-là, c'est l'agriculture. Il veut voir sa colonie subvenir elle-même à ses propres besoins sans avoir à dépendre du ravitaillement français. Il décide donc d'élargir le domaine agricole de Québec. L'île d'Orléans est remplie de promesses, mais Champlain n'a pas assez de fermiers et il ne peut pas se permettre de coloniser l'île. Il jette donc son dévolu ici, au Cap Tourmente. En fait, c'est sur ce lieu où je me trouve actuellement que les archéologues ont dégagé les ruines de la petite ferme qui s'est fait construire. C'est l'endroit parfait pour élever du bétail parce que les prairies n'ont pas besoin d'être défrichées. La terre est très fertile et on y retrouve délicieux bonus, des oies sauvages en abondance. Bref, la ferme du Cap Tourmente se met à prospérer. Champlain est à son affaire. Les bases qu'il installe en vue de l'établissement à long terme à Québec sont solides. Mais la colonie, elle, reste très fragile. Elle ne compte que 50 habitants. Ses réserves de vivres sont très limitées et elle ne possède pas beaucoup de munitions. Une vulnérabilité qui se révélera très dangereuse. Ça les Anglais viennent d'attaquer le Cap Tourmente. Quoi? Ils ont brûlé la ferme et capturé les habitants. Le pauvre Fouché s'en est sauvé, mais il est gravement blessé. Les navires vus à Tadoussac étaient donc anglais et non français. On se croyait ravitaillés et on risque d'être attaqué. Je vois mal comment on pourrait se défendre. Nos réserves sont vides. Même les munitions nous manquent. Il est hors de question d'abandonner Québec. Lors du prochain épisode. Depuis 3 ans, la France et l'Angleterre sont en guerre. After one more winter on that diet, let's see how proud they still are. Mais les Britanniques viennent de demander à Champlain de leur rendre Québec. Si j'ai envoyé des navires détruire et saisir le bétail du Cap de Tourmente, c'est que je sais que quand vous manquerez de vivres, j'obtiendrai plus facilement l'habitation. L'hiver a été très dur et la colonie a failli mourir de faim. Il ne reste des provisions sèches que pour 1 mois et Champlain est profondément inquiet.